Bonjour à tous, il est 21h, vous êtes bien sur Splash Wave Radio, je suis Puck, Et bonjour, je suis Venom. et bienvenue dans YOLO Records. Voilà votre émission hebdomadaire sur le jeu vidéo, encore une fois sur Splash Wave Radio. Le jeu vidéo et d'ailleurs plein d'autres choses, parce que ça se trouve on sera amené à vous parler de plein d'autres choses différentes comme des livres, de la musique, des films, de la Voilà la politique. culture dans son intégralité, vous voyez. Voilà, exactement, c'est-à-dire qu'on aura le choix entre une émission ludique ou bien une émission que vous pouvez écouter aussi à la même heure sur France Culture. Voilà. Voilà. Non mais c'est pas crédible. Non, ça va. Salut les gens. Ah là, ça s'était bien parti, mais c'est... Non. C'était bien parti, mais j'ai eu beaucoup de mal à me retenir de rire en fait. Bah, Genre, on n'est pas fait pour faire des lancements à la pro, quoi, à la ouais, non, classique. À la non, classique. On pourrait non. pas bosser sur une radio classique, on pourrait pas faire un lancement comme ça. Non, on n'est pas assez bankable en fait. C'est ça, mais non, mais le truc, en fait, ce qu'il faut, c'est être nature. C'est une Ouais, radio de nature. Vous venez écouter des gens parce qu'on est de nature. C'est pas pour rien que vous nous avez élu meilleure web radio de l'année 2014. Après un exactement. sondage de l'INSA. Voilà. Ce mec est fou. Ce mec est taré. Bref, aujourd'hui les gens, on va parler d'une série de jeux qui nous tient à cœur, à Puck et à moi. Exactement. Un classique du Qui... genre. Ouais, un classique, alors un classique en devenir, j'ai envie de dire. Un classique en devenir un classique qui va se généraliser. C'est-à-dire Voilà. que pour les amateurs, c'est déjà un classique, mais pour ceux qui ne sont pas, qui ne connaissaient pas ou qui ne sont pas spécialement amateurs, c'est en devenir. Ceux qui ne connaissaient pas bah, découvrent avec la sortie du 3, Exactement. qui est sorti il y a quelques mois, puisqu'on va parler de The Witcher. Ou, comme on dit en France, le sorceleur. Voilà, ou The Wisher. The Witcher, Le Wisher, exactement. comme dirait Benzaï. Non, Eh non, si. et Ah non, si. non, Ah mais bah ta si. gueule. Ah mais je me Juste ta gueule. devais de le faire. Je te déteste. Bref, bah, The Witcher, ça a quand même commencé en 2008, il me semble. Oui. Ah, avant même. Avant, oui, alors attends. Parce que Même avant. ce qui est bien, c'est que nous avons un ordinateur et donc nous avons Internet. Petite invention qui date de... voilà. L'année dernière, je crois, un truc comme ça. Hein. Une connerie dans le genre. Une connerie dans le genre. Et donc The Witcher, que nous disions pas de bêtises, mes amis. The Est Witcher, sorti qui en est une saga 2007. qui est... Ouais, voilà, Commencé en 2007, 2007. c'est parce qu'il y a eu plusieurs refontes. Le 2008, en fait, c'était la Et version Enhanced. Enhanced. C'était la Enhanced Edition. Et Enhanced, on est en France, s'il te plaît. Ah oui, Enhanced, oui, Voilà. exactement. Et qui, avant d'être même un jeu, est un livre. Il faut le rappeler parce que c'est important de lire. Et c'est là qu'on va rigoler parce que c'est basé sur l'univers médiéval fantastique d'Andrzej Bawowski. Viens, 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 viens. C'est Ok. voilà, c'est un Polonais. Exactement, qui a sorti, donc qui a écrit, qui a créé la saga du sorceleur. Que je dise pas de bêtises, je crois que ça a commencé en 90, hein, le premier. 90, c'est ça, Exactement, 1990. 90, qui compte en tout et pour tout. Alors, il y a 4 recueils de nouvelles et 5 romans. C'est ça. Sachant que le premier roman est sorti en 94. Donc déjà bien Oula, commencé. non, même avant. Même avant, Euh, parce que la première histoire, c'est l'épée de Providence, en oui, en 92. 92, mais c'est un recueil de nouvelles. Oui, mais il fait suite. En fait, en gros, c'est une présentation des personnages. C'est-à-dire que Oui, tu liras d'abord l'épée de Providence, ensuite le dernier vœu, et ensuite tu auras le sang des elfes. voilà. Parce que c'est une continuité. Enfin, c'est des histoires, enfin, c'est compliqué à expliquer. Enfin, on se Oui, c'est comprend. chiant. C'est chiant. Soyons d'accord, c'est chiant. Euh, D'ailleurs, le dernier sorti en date, c'est la saison des orages. voilà, en 2013, donc pas Paru longtemps chez avant la Milady sortie. le 29 mai 2015. Parce que pour ceux qui seront intéressés, il y a Braglon, l'édition Braglon qui en fait regroupe l'épée de Providence et le dernier vœu. Et en fait, les romans, tout ce qui est le sang des elfes, le temps des mépris, tout ça, en fait, c'est édité, enfin, c'est paru chez Braglon, mais c'est plus facilement trouvable chez Milady, maintenant. Voilà. Du coup, voilà. Ce qui est intéressant. Et pour la petite anecdote, parce qu'on est comme ça, on aime bien, sachez que
La cinématique du premier Witcher, on le voit qui bat une strige. Je sais pas si Oui. tu l'as vu celle-là, madame. Je l'ai faite. Tu as battu la strige, Duc. Pas vraiment, mais on en reparlera. Eh ben, en tout cas, là, il y a une cinématique au début, on le voit qui affronte une strige. En fait, ce passage-là correspond au début du livre The Witcher. D'accord. Parce que dans le l'épée de Providence, en fait, donc on apprend à découvrir le personnage et en fait, il accepte un contrat pour Foltest qui est de désavouer là, de les désavouer bas, de lever la malédiction qui pèse sur sa fille. Voilà. Et donc, du coup, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, quand on lit ce passage-là, en fait, on voit automatiquement la cinématique parce que c'est vraiment, enfin, la cinématique vraiment, c'est reproduit quasi identique à ce qui est écrit en fait. Donc, C'est assez fou. bah, c'est déjà une promesse. Hmm. C'est-à-dire que s'ils ont fait ça, c'est déjà la promesse que le studio en charge du jeu, qui n'est autre que C'est des CD Projekt, Project Red. exactement, s'est voulu être le plus proche possible de l'univers de The Witcher. Ils n'ont pas voulu faire une adaptation, on prend l'univers, on prend les personnages et puis YOLO, hein. Ça c'est nous. C'est-à-dire que nous on aurait été chez CD Projekt, on aurait fait ça. Parce qu'on est comme Oui. ça. Mais eux ont vraiment voulu garder l'esprit. C'est vrai que là justement je lis les livres, et c'est dommage que nous n'ayons pas Mathieu Sommet avec nous, qui les a tous lus. Mais déjà j'ai commencé à lire les livres, c'est vrai que les jeux vraiment se rapprochent au plus près des livres et arrivent même à introduire des éléments nouveaux. Alors je sais pas si ça a été travaillé avec Sapkowski, dur à dire. Mais en tout Bah, cas, je pense que oui, hein, apparemment. je pense, il y a de fortes chances. Et du coup, tout l'univers, tout ce qu'il y a autour est fidèle, plus que fidèle, et même dépasse les espérances du livre. C'est ça. Alors, du coup, on va peut-être en parler un petit peu, puisque un sorceleur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un sorceleur? Mais oui, parce qu'il y a des Qu'est-ce gens qu'un qui ont. sorceleur? Et c'est là que toi-même, tu es en train de te poser la question. Non, mais je me pose la question pour te permettre de te lancer dans une explication. Voilà, je suis on va dire l'auditeur lambda, et je me dis, mais qu'est-ce qu'un wisher? Qu'est-ce qu'un Wisher? Alors, un Wisher, c'est une personne qui a été augmentée, entre guillemets, par des mutations. Puisque dans ce monde-là existe la magie et existent les mutations aussi. Ce sont des humains qu'on fait muter. À l'aide de Bah, à l'aide de mutations en fait, c'est des de mutagènes. mutagènes. C'est des mutagènes, on n'a pas trop d'explications sur le comment ça marche. Mais voilà, c'est juste des gens qui sont modifiés, qui sont mutés, et à qui on enlève en fait toutes leurs émotions. Oui. De base, on leur enlève toutes leurs émotions. Mais en sachant qu'après, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est un Oui, parce peu... que dit comme ça, on se dit le mec ressent pas d'émotion, mais quand on lit les livres et quand on joue au jeu, mais là ce qui nous intéresse c'est le jeu, quand on joue au jeu, ben, on peut voir que le personnage peut ressentir de l'amour, Mm. du désir, Et c'est de à la peu près joie. tout. De Non la mais joie, voilà. tu l'as déjà vu heureux? Non mais tu le vois qu'il partage quand même des moments d'allégresse avec ses compagnons. Et c'est vrai que la seule nuance, c'est que son timbre de voix et son visage reste la plupart du temps impassible. C'est-à-dire que rien sur son visage ni dans sa voix ne trahit une quelconque émotion. En fait, c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort, c'est que on peut savoir. Je sais pas comment ils ont fait. Ça, c'est la magie, c'est la vraie magie. C'est-à-dire qu'on sait, on arrive à avoir le ressenti du personnage alors qu'il ne trahit rien en fait. Voilà. Et ça, c'est balèze. Et ça c'est lié à l'écriture. Qui est C'est lié à l'écriture qui est absolument excellente. exactement. Je n'aurais su dire mieux. Et il y a des choses. Il y a des choses. On va parler du jeu un peu plus dans les détails. Mais dans ce jeu, dans The Witcher 1, alors pour le coup, c'est moi qui vais en parler puisque je suis le seul à l'avoir fait. Exactement, je rattraperai peut-être des points si je me souviens des choses que j'ai lues dans les livres ou sur Internet. J'interviendrai à certains points, mais effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Alors, il faut savoir que avant qu'on ait l'idée de l'émission, j'avais commencé à jouer à The Witcher. Je l'avais acheté à 3 € sur Steam.
en Oui, parce promo. qu'il y avait un bundle avec le 1 et le 2, il me semble. Il y en a eu plusieurs, moi je les avais achetés, j'avais acheté les deux à la suite en 2013. Ils étaient, j'en avais eu pour 5 euros en tout en fait pour les deux jeux. Un Enhanced Edition, donc tranquille. À l'aise. Mais Sartec. c'est un truc qui revient assez souvent. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, ça revient assez souvent. Euh, mais ouais, et j'y avais pas énormément joué parce que la première chose qui m'a dérangé, c'est le système de jeu. Qui est novateur. Parce que je m'en Euh, souviens, j'en ai pas recroisé des comme ça. je dirais pas novateur, comme ça, je dirais à chier. Mal amené, peut-être. Pas mal amené, vraiment, pour moi, très mal fait. Par le fait, alors c'est très intéressant d'avoir un jeu vidéo où on te dit il faut pas que tu mâches, il faut que tu sois vraiment bien dans tes attaques, bien timé, etc. Ça, c'est génial. C'est cool. Oui, parce que ça implique une réflexion même quand tu bats. C'est pas il y a un ennemi, taper, 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 et Voilà. voilà. Même si, en fait, si, parce que quand tu vois un ennemi, tu vas taper, taper, mais c'est taper un un taper un puisqu'en fait, c'est pas des coups, c'est des séquences de coups Oui. qu'on fait. C'est-à-dire Dans que le 1, quand oui, on c'est vrai que c'est appuie, comme ça. Tu lances une attaque et ça te lance une séquence. tu lances une attaque, ça lance une séquence, et à la fin de la séquence, t'as quelques frames, je crois que ça doit être une soixantaine de frames, en fait, une seconde, pour rappuyer sur le bouton, pour lancer la deuxième séquence jusqu'à 5 en fait. Et arrivé à 5, bah c'est fini. Ça, je m'en souvenais pas. Je me souviens effectivement Arrivé qu'il y à avait, 5 il y en avait une histoire fait, de séquence, mais arrivé si tu vas jusqu'à la cinquième séquence, il fait la cinquième séquence, donc chaque séquence en plus accélère. Ce qui fait que tes timings, t'es obligé en fait de les apprendre par cœur. Parce que si tu bah, les connais pas par cœur, suffit que tu vois un coup, tu dis ah bah non, c'est bon, ce coup-là j'appuie. Et en fait non, parce que le coup, la séquence vient juste après ou juste avant. t'as bien l'air d'un con après ça. Donc souvent t'as bien l'air d'un con parce qu'en plus si on rate une séquence, ça l'annule. Ça annule la suite. Donc t'es obligé de recommencer à zéro. Bon, sachant que quand tu lances une séquence, un ennemi prend des dégâts, heureusement, parce que sinon ce serait pas Parce que jouable. s'il fallait recommencer ennemi à zéro à chaque fois, ça serait la merde. Voilà. Euh, Et moi j'ai pas trouvé ça super par le fait que bah, ce soit très répétitif et qu'en plus il y a trois styles de combat. C'est-à-dire qu'on peut transporter on peut transporter deux armes. Un Donc grand classique. Oui, on parce peut qu'il faut quand même préciser que les sorceleurs se battent avec deux armes. voilà, donc il y a l'arme d'acier Aux qui humains sert aux et aux humains animaux. et l'arme d'argent pour les monstres. Sachant que si on utilise l'arme d'acier sur les monstres, ça marche pas, enfin ça fait moins de dégâts, et inversement, l'arme d'argent sur les humains, ça fait moins de dégâts. Ce que je trouve très con, parce que autant je peux comprendre qu'une âme d'acier fasse moins de dégâts sur des monstres, parce que c'est une espèce de réaction magique qui se passe entre l'argent et les monstres, autant l'acier comme l'argent tranchera à même degré un humain. Voilà. Mais c'était, voilà, ça a été gardé dans les trois jeux. Bon, on va pas chercher. Mais en plus, dans le 1, en plus d'avoir deux armes, chaque arme a trois styles. Le style rapide, le style puissant et le style groupé. Le style groupé. Le style groupé. Oui, parce que si vous utilisez le style rapide et puissant, il va taper un ennemi. Mais si vous utilisez le style rapide sur un ennemi puissant, ça va lui faire aucun dégât. Si vous utilisez le style puissant sur un ennemi rapide, bah en fait il va juste l'esquiver. Il va même pas prendre de dégâts, il va juste l'esquiver, ce qui annule la séquence. Ça aussi, je m'en souviens. Et Parce que le style j'avais fait un peu le groupé, début. voilà, le style groupé, c'est pour quand on est entouré d'ennemis. Ou à ce moment-là, en fait, avec son épée, il fait des grands moulinets, genre à la Matrix, tu vois, il se penche en deux à la Matrix, avec son épée qui passe au-dessus de sa tête et tout. Pour vraiment taper tous les ennemis autour de lui. Et c'est vraiment pas, enfin, pour reprendre un terme qu'utilisent souvent les joueurs, c'est vraiment pas opti.
Dans le sens où quand on voit un ennemi, il faut savoir est-ce que lui c'est un rapide, est-ce que lui c'est un puissant. Comment est-ce que je le tape? Est-ce que j'utilise mes signes? Qui est un truc dont on parlera un peu plus tard. Est-ce que j'utilise mes signes? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et c'est chiant. C'est affreusement chiant. C'était la phase recherche. On va dire que c'était la phase où on tente un truc, on essaie de Voilà. s'approprier l'ennemi. En fait, ils étaient vraiment. Quand... En fait, si tu regardes The Witcher 1, c'était. L'univers, il n'y a pas de souci, ils avaient compris. Ils Mais au avaient déjà niveau le bon du point style de d'avoir jeu, niveau d'avoir du style capté. de jeu, ouais. C'est ça, d'avoir capté le visuel, l'ambiance, ça, il n'y avait pas de souci. Mais après, c'est sur la gestion de gameplay, en fait. C'est là où ils se sont cherchés jusqu'au 3, en fait. C'est ça. Jusqu'au 3, ils se sont complètement cherchés. Et je suis sûr que même encore maintenant, s'ils refont un Witcher, ce qui peut arriver. On n'est pas à l'abri. Hein. Pour se prononcer, il faudrait lire les livres et finir le 3. Voilà, il faudrait qu'on finisse le 3. Voilà. Mais bon, mais on l'a c'est pas vrai fini que... parce que c'est un jeu qui a une durée de vie. On s'est pas foutu de notre gueule. Oui, voilà. On va dire que pour le prix payé, enfin voilà. Comparément aux deux. Comparément aux deux, mais ça on y reviendra. Et du coup, ouais, pour moi, le système de jeu, c'est voilà, j'exorcise un peu les mauvais trucs en début d'émission, en début avant de parler vraiment du premier jeu, parce que pour moi, c'est ce qui m'a vraiment gêné dans le jeu. Ça a été ce système de combat que je trouvais affreux, que Mais j'ai le jeu, tu fini l'as par fini quand même. connaître. Et le jeu, je l'ai fini quand même. Et oui, d'ailleurs, petit moment de pub, sur la chaîne YouTube, on vous la mettra dans les commentaires du podcast. Dans les commentaires, dans la description du podcast. Mais je fais plein de jeux, en fait, pour cette émission. des sortes de let's play. Et j'ai fait The Witcher en entier. Donc la première de The En Witcher 9 1, parties, il me semble, si je dis pas de bêtises. 19. 19. 19, mais alors en fait, le truc c'est qu'il y a eu... faut que je vais retourner vérifier là tout de suite. Il y a eu des parties qui étaient coupées en plusieurs parties. Ça a été fait techniquement en 11 parties, mais il y a 19 vidéos. Parce que c'était l'époque où je faisais l'export depuis Twitch. Et Twitch n'autorise pas les exports de plus de 2 heures. Ce qui faisait que si on fait un export de 3h30, ça m'arrivait, j'ai des streams de... 3h... ouais, non, 4h30. 4h30 celui-ci, celui-là en fait 5. Enfin, c'était des très longs streams. Et donc c'était coupé en vidéo de 2 heures. Parce que c'est comme ça que Twitch marche. Donc il y a 19 vidéos, 11 parties. Ça a peut-être été le jeu le plus court que j'ai fait. niveau du... Alors peut-être pas niveau du temps de jeu, mais nombre de vidéos YouTube, ça a peut-être été le plus court. Après c'est vrai que j'ai retouché tout ça en faisant des vidéos d'1 heure. Mais voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas le but. Mais voilà, vous pouvez retrouver le jeu complet avec la plupart des quêtes annexes et avec moi qui cheat en regardant une soluce. Parce que ça c'est moche. C'est un autre pour moi défaut du jeu, c'est d'une sa difficulté et de deux c'est un truc qui a été corrigé dans le 3 justement, pas dans le 2 mais dans le 3. Sa non direction, j'ai envie de dire. Il y a quand même une direction dans le. Il y a quand même une direction, mais pas comme dans le 3. C'est-à-dire C'est que vrai que dans le 3, t'as un GPS quoi. C'est vrai. Geralt est un GPS, c'est-à-dire que t'as une quête là, il va te montrer le chemin pour le prendre. Alors que dans le 1, non. Et dans le 1, pour moi, le plus gros souci, c'est que t'avais des zones. Il y a eu des moments où j'étais complètement perdu, où je ne savais pas du tout ce que je faisais. J'avais aucune idée de ce que je faisais, j'avais aucune idée d'où aller. Et le fait de regarder une soluce qui te dise ah bah voilà, il faut prendre la 3ème porte, puis tourner à gauche, puis aller sur la 4ème en partant de la droite, tout ça, tu fais waouh, mais comment quelqu'un est censé trouver ça à moins de tout faire en fait. C'était peut-être une volonté maladroite
Parce que je sais pas du coup. Enfin, c'était un semi-monde ouvert, ou pas le 1? Ah, c'était un monde ouvert. Ah, en fait, c'est monde ouvert au même titre que le 2 et le 3. Le 2, utiliser le terme même de semi-monde ouvert, ça me gêne pour le 2. Parce que en fait, voilà, on joue dans des zones. Ouais. On joue dans des zones. Et le 1 était exactement pareil. Tu jouais dans des zones et tu te baladais de zone en zone. Et il y a que, enfin oui, même même la fin du 1, c'est ni plus ni moins qu'une zone, quoi. Ils ont juste, en fait, ils prennent une zone, ils t'amènent à une autre, etc. Il y a plusieurs voyages comme ça dans le jeu. Et à la fin, tu te retrouves avec juste une partie de la carte qui te permet d'aller, de retourner dans certains autres endroits du jeu, d'en découvrir des nouveaux. Mais c'est vrai que oui, c'est pas vraiment monde ouvert. Dans le 3, même dans le 3, j'ai l'impression que c'est pas totalement monde ouvert et que t'es Bah, encore. c'est pour ça que on peut utiliser le terme de semi-monde ouvert parce que chaque zone est relativement quand même immense. Oui, mais même dans C'est-à-dire le que 1, même dans le 1 et le 2, les zones. Enfin, dans le 1, elles étaient plus grandes que dans le 2 d'ailleurs, j'ai parce que l'impression. dans le 2, c'est pour ça même semi-monde ouvert, ça me gêne parce que c'est des micro-zones où c'est quand même vachement. Enfin, t'avances en gros. Ouais, T'avances, t'as deux trois allers-retours à faire, mais c'est vraiment de l'avancée. C'est vraiment des petites zones. T'as pas grand-chose à explorer, à voir, à découvrir en soi. C'est-à-dire que les quêtes annexes, tu les repères très facilement parce que c'est tout petit. mm. Alors que dans le 3, chaque zone, ouais quoi. Ouais, bah ouais, c'est énorme. Chaque C'est zone est quand énorme. même relativement balèze et il y a de quoi faire entre les lieux secrets, les machins, enfin tout ce que t'as à découvrir. C'est vrai que C'est- le 2 avait un côté beaucoup plus couloir à la Final Ouais, Fantasy XIII. Mais le 1, c'était pas vraiment ça. Le 1, en plus, au niveau du jeu, tu pouvais jouer en clavier, donc ZQSD, tout ça pour avancer. Mais, ça pouvait aussi être du point and click. oui. Et moi, c'est c'est ça qui me dérange. J'aime pas les point and click. Voilà, je le dis, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Voilà, je suis un jeune, rien à foutre. J'ai été élevé à la console et forcément je préfère contrôler mon personnage. Les point and click c'est pas pour moi. Mais il y avait quand même voilà, on pouvait jouer avec ZQSD donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Bah, c'est parce que pour en revenir, hein, je le dis, je me répète, mais il se cherchait encore. C'est-à-dire que c'était une façon de voir ce qui marchait le mieux. Si c'était finalement d'avoir le contrôle du personnage ou plutôt de s'orienter pour les prochains sur du point and click, enfin, pseudo point and click. Alors je pense pas parce que le moteur du jeu qui a été utilisé petit moment technique, le moteur du jeu qui a été utilisé pour le jeu, c'est l'Aurora Engine qui était justement le moteur de Baldur's Gate, qui a été le successeur en fait du moteur de Baldur's Gate et qui a surtout été fait avec Neverwinter Nights, D'accord. qui est un MMORPG en point and click et qui peut se jouer aussi au clavier. Et qui a, d'après ce que je lis, qui a aussi été utilisé sur Star Wars Knights of the Old Republic. Ouais. Mais ça a été fait à partir de l'Aurora Engine, un nouveau, l'Odyssey Engine, tout ça, blablabla. Voilà, bref. Euh, c'est un truc qui est pas dégueulasse, mais on voit qu'ils veulent. On voit qu'ils avaient pas encore fait leur propre moteur. Oui. Et ça se voit, quoi. C'est. Bon, déjà, j'ai pas envie de dire c'est pas très beau, parce que pour 2007, c'était magnifique. Même encore maintenant, c'est magnifique. Même encore maintenant, c'est magnifique. Oui. Et. Et je suis en train de. Je suis en train de réfléchir. Et ouais, à part ça, j'ai pas beaucoup de. J'ai pas énormément de reproches à faire au jeu. C'est-à-dire que, à part le système de combat qui est assez brouillon, et un petit truc qui me dérange au niveau de l'histoire, mais ça j'y reviendrai, euh, le jeu est vraiment pas dégueulasse. Il est très intéressant, très complet. Mais pour moi, il y a le souci, quand même, de l'histoire.
Surtout dans en fait de la sous-histoire, si on peut dire. La méta. Non, parce que on a donc l'histoire principale avec Geralt de Rive, qui est un D'ailleurs, sorceleur. pour l'anecdote, sais-tu pourquoi on l'appelle Geralt de Rive? Aucune idée. Je sais que son nom en anglais c'est Geralt of Rivia. Parce qu'en fait, il vient de Rivie. C'est D'accord. un, en fait, dans le livre, t'apprends que le mec vient de Rivie et que du coup, comme on sait qu'il s'appelle Gérald et qu'on sait qu'il vient de Rivie, c'est comme ça qu'il s'est devenu en fait Gérald de Rive. D'accord. D'accord. Donc ouais, on a ce sorceleur qui est ramené la première cinématique du jeu, on le voit inconscient dans une charrette. Et c'est en mode OK, what the fuck. Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui passé? se passe? Et donc par les dialogues, ça c'est un truc qui est très intéressant, c'est que le jeu, l'histoire se développe via les dialogues. D'ailleurs, c'est l'un des rares jeux où tu prends plaisir à perdre du temps à lire les dialogues. Voilà, avec Mass Effect. Avec, oui, qui font partie de ce genre de jeu où tu ne peux pas te permettre de ne pas lire les dialogues en fait. Voilà. Et même si Mass Effect c'est autre chose, enfin bref. Et on apprend en fait que ce personnage, ce Geralt, nous, est complètement amnésique. Oui. Il est complètement amnésique et il est amené dans un... Il est amené dans un truc, une forteresse qui s'appelle Kermoren, qui est la demeure des sorceleurs, là où ils s'entraînent. Ça sonne très breton d'ailleurs, je trouve. Ça sonne très très breton d'ailleurs, ouais. On est totalement d'accord. C'est d'ailleurs, c'est un point, juste parenthèse, un point marrant du jeu quand tu regardes les prénoms des personnages, le nom des villes et autres. En fait, t'as l'impression, enfin, ça sent pas le polonais, ça sent le multiculturel. T'as l'impression que des trucs qui viennent de France, et de différents coins de la France, de l'étranger. Enfin, c'est marrant en fait. T'as l'impression finalement que le truc s'inspire de plein de pays différents. C'est-à-dire que C'est ça. même pour tu te dis, parce que prenons le cadre de Game of Thrones, au vu de la carte et de certains éléments de l'histoire, beaucoup s'amusent à dire que l'inspiration est très Grande-Bretagne. Oui, Mais ce jeu-là, c'est marrant parce que c'est un jeu tiré d'un livre écrit par un Polonais, donc on s'attend à un truc très polonais dans l'univers. Et finalement, en fait, ça s'inspire de plein de choses. Et si on te dit pas que le mec est polonais, tu sais pas que c'est d'origine polonaise, en fait. oui. En plus, enfin, le jeu a été fait en anglais de base. Oui. Il a été fait en anglais de base et c'est quelque chose que je trouve très 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 intéressant déjà de base. Mais voilà, donc on se retrouve à Kermoren avec à devoir défendre en fait parce qu'il y a une attaque d'un groupe qui s'appelle la Salamandre, qui est une espèce, j'ai envie de dire une espèce de mafia en fait au final. Et ils viennent et ils piquent les secrets de Kermoren, donc les mutagènes, les trucs comme ça, et ils se barrent avec. C'est juste bye bye, C'est ça. Carte les fesses, tous. Et voilà. Merci, au revoir. bye bye, voilà, c'est un peu ça. Et donc tout le truc du jeu, ça va être de retrouver en fait. Ça va être de retrouver ça, de retrouver les secrets de Kermoren et d'avoir et de tuer la salamandre quoi, tout simplement. Pour les empêcher justement de s'emparer de ces secrets et de faire quelque chose de mal avec. Bah ils les ont déjà en fait. Ouais, mais quand je dis s'emparer, c'est De vraiment mal de les les approprier à utiliser. fond et de pouvoir développer quelque chose derrière. Voilà. Mais voilà, ça j'y reviendrai. Et ah oui, ça va spoiler, hein. On va spoiler un peu comme des bâtards. Mais ça gâchera pas le plaisir. Mais ça gâchera pas le plaisir. Croyez-moi, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et il y a tellement de choses à faire Il y a que tellement de ça choses va. à côté à dire que finalement, enfin, même si on vous dit des choses et vous dites, oh, les enculés, parlons Eh ben non. franchement, eh ben non, c'est-à-dire que même quand vous allez jouer au jeu, vous allez dire, ah putain, mais ouais, vous êtes pris dedans et Et vous allez ouais. redécouvrir des choses. C'est ça qui est beau. Moi, avant de faire le jeu, je connaissais la fin du jeu et ça m'a pas empêché de kiffer ma race, quoi. Mais voilà, on va voyager un peu. En fait, on va voyager sur les traces de la salamandre. Et Et ouais, là,
Et en fait, moi, il y a un truc qui me gêne dans l'histoire, je voulais en venir là, c'est que quand on va arriver dans des villes, on va arriver dans une ville, ne serait-ce que la première, qui est les faubourgs de Vizima, en se disant, c'est bien, je vais suivre la salamande, mais en fait non. Parce que ce que vous allez faire surtout, ça va être de la géopolitique. Oui, et ça c'est très très drôle. Et ça, c'est un truc qui me dérange énormément. Mais tu sais que ce qui est marrant, c'est que ça te dérange, et ça dérange le personnage aussi. Et ça dérange le personnage aussi, mais moi ça me dérange parce que pendant tout le jeu, je me disais, mais je veux chasser la salamandre, j'en ai rien à foutre que machin m'envoie voir le roi pour lui parler d'une affaire urgente de... Ouais, mais ça a son importance, c'est-à-dire que tu vivras la même chose dans le 2 et dans le 3, Oui, et tu te rends compte que toi ça te fait chier. Et ce qui est marrant, moi ça m'a toujours, enfin c'est ça que ça m'a fait rire, ça fait chier ton personnage aussi, le personnage principal, ça l'emmerde profondément, mais il a pas le choix parce que c'est une sorte de troc en fait d'échange, c'est-à-dire que tu veux l'aide de quelqu'un, très bien, bah tu vas servir les intérêts de cette personne-là. Et les c'est intérêts sont forcément politiques parce que tu te rends compte que l'univers dans lequel tu évolues, c'est que de la magouille politique en fait. c'est ça. Et bon, après, on parlera pas des quêtes secondaires parce qu'il y en a un nombre juste affreux. Et Il y a qui, des... et qui comparé à d'autres, faut le signaler, contrairement à d'autres RPG, qui ont un intérêt. Oui. Ah, ça C'est- dépend, hein, ça dépend. Alors peut-être pas dans le 1 et dans le 2, c'est vrai que des fois il y en a pas, elles sont pas toutes marquantes, mais c'est vrai que en général, surtout dans le 3, mais en général, c'est vrai que c'est pas genre la quête secondaire, aller chasser du sanglier et tout Alors ça. malheureusement, ça y en a. Il y en a, mais c'est quelque chose qui a été retravaillé dans le 3, mais ça reste quand même des quêtes où alors, moi je vais vraiment prononcer, parce que le 2, t'avais des quêtes, on va dire, secondaires qui pouvaient avoir un lien direct avec la quête principale. Oui. Et dans le 3, pour rester sur le cas des quêtes secondaires, on peut carrément faire des catégories, c'est-à-dire que tu vas avoir les quêtes principales, les quêtes principales secondaires, ce qui est très très fort, c'est-à-dire que c'est des quêtes principales qui en soi sont secondaires mais qui ont leur intérêt principal dans la continuité de l'histoire. Tu vas avoir les quêtes secondaires, attends, je t'ai dit quêtes principales secondaires, tu vas avoir les quêtes secondaires principales, encore plus fort, c'est-à-dire que c'est des quêtes secondaires mais qui sont qui tu rencontres vont avoir un impact dans l'avancée en fait principale de l'histoire, le déroulement principal du jeu. Tu vas ensuite avoir des quêtes secondaires. Donc là, c'est vraiment des quêtes secondaires, elles sont vraiment faites pour, on va dire, rapporter quelque chose à l'univers du jeu. Tu vas avoir les contrats de sorceleurs. Tu vas avoir les contrats de sorceleurs principales, c'est des contrats de sorceleurs qui vont être liés directement à l'histoire principale. Et tu vas avoir les chasses au trésor. Voilà. Mais le tronc, on y reviendra. Pour dire le délire du truc. Voilà, c'est pour dire le délire du truc. Et non, c'est vrai que les quêtes secondaires, il y en a qui sont très intéressantes. Et il y en a qui, justement, sont liées à la quête principale. Mais c'est marrant parce qu'on n'est pas obligé de les faire. Voilà, on n'est pas obligé Il de y en a les certaines, faire. t'en as certaines, c'est obligatoire de les faire, tu seras amené à les faire quoi qu'il arrive, mais elles sont pas principales. C'est pas des quêtes qui sont comptées comme étant des quêtes principales. Et il y en a d'autres, t'es pas obligé de les faire, et du coup, ça aura un impact en fait sur la continuité et sur les relations que tu vas avoir avec d'autres personnages par moment. C'est ça. Et, et puis bon, il y a les contrats et il y a les... J'ai pas envie de dire les contrats, j'ai envie de parler vraiment de quêtes tertiaires, pour le coup, puisque je sais qu'il y en a dans The Witcher 3 aussi. Euh, Ça va être les trucs du genre le combat à main nue, le pugilat. Alors je sais Oui, pas si dans le 3 il y en a. c'est un classique, c'est-à-dire que t'as le 1, le 2 et le 3. Il y a le pugilat, et je crois que même dans le 3, ils ont rajouté le Gwent. Et voilà, dans le 3 il y a le Went, et dans le 1 et le 2 c'est du jeu de dés en fait. Oui, c'est C'est ce ça. qu'ils appellent du jeu de dés. Et c'est très... Moi je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant. Bah, Alors il se ça trouve, rajoute un plus. ça rajoute un plus, ça rajoute des choses à faire, tout simplement. Et c'est même pas, voilà, moi les quêtes tertiaires, voilà, le pugilat et les dés, dans le 2 je les ai pas fait, dans le un j'ai fait le pugilat, pas les dés parce que les dés ça me cassait les couilles un peu. Mais le pugilat dans le un je l'ai fait jusqu'au bout quoi. Et c'était vraiment, à chaque fois que j'arrivais dans un truc, c'était ok, je vais à la taverne, je vais me battre. Bon, sachant que, voilà, après au niveau du pugilat, il y a une carotte moldave. Il y a la carotte moldave. La carotte moldave. Ouais, la carotte moldave. Parce qu'en fait, normalement,
au niveau du pugilat, on est censé taper et attendre que se protéger, taper, se protéger, taper, se protéger. C'est censé être comme ça. Sauf qu'en fait, si on tape un ennemi, il a ce qu'on appelle un stun lock. Ouais. C'est-à-dire une animation où il va reculer et c'est tout. Il va pas attaquer pendant cette animation. Et moi ce que je faisais, c'est que du coup je spammais ma touche de coup. C'est-à-dire qu'en fait je donnais un coup, je l'annulais, je donnais un coup, je l'annulais, je donnais un coup, je l'annulais. Ce qui faisait qu'en fait le mec était stunlock dans son animation de stunlock. Il partait en arrière, et le temps qu'il parte en arrière, moi j'annulais, je redonnais un coup, donc il repartait en arrière, donc j'annulais, donc je redonnais un coup, donc il repartait en arrière, et comme ça, et je battais tout le monde comme ça. Et donc, sa technique de la carotte moldave. Et donc c'est la technique de la carotte moldave. Mais est-ce que c'est un vrai terme ou tu une pure création? C'est un vrai terme, c'est utilisé, je t'expliquerai hors antenne, mais voilà, c'est la carotte moldave. C'est ce que j'appelle moi la carotte moldave, puisque la carotte moldave c'est trop bien. Et voilà, et ouais, au niveau de l'histoire, on se retrouve un peu dans le bordel, j'ai envie de dire. Puisque toute l'histoire du jeu, ça va être ni plus ni moins que d'aller chasser la salamandre en faisant de la géopolitique un peu partout. Il y a plein de personnages intéressants, il y a plein de trucs intéressants. Il y a des trucs, si on ne lit pas les solutions, qu'on ne comprend pas forcément soi-même. Je vous laisserai regarder les vidéos YouTube pour ça. Voilà, on vous mettra le lien de la chaîne, il y a une playlist The Witcher, vous avez qu'à la regarder. Exactement. Voilà. Si le jeu vous intéresse, que vous n'avez pas pu le faire, regardez les vidéos YouTube que j'ai fait, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas, on se prend pas la tête, on s'amuse et puis ça va jusqu'au bout. Ouais, il y a des quêtes qui sont très intelligemment pensées. Il y en a une, que je me rappelle, où on doit récupérer des emblèmes. Pour récupérer les emblèmes, il faut faire différentes quêtes, donc des quêtes secondaires, dont une où on doit battre un golem. Normal. Et donc pour battre le golem, il faut aller voir des druides, sauf que les druides, pour les avoir, il faut faire une quête secondaire pour débloquer les druides. Et une fois les druides faits, il lance un orage qui réveille le golem. Tout est lié. Et en fait, le golem, autour de lui, il y a 3 piliers qui sont mis en triangle. Et en fait, les piliers, si on les active un par un. Et si on active les 3, il y a chacun a un éclair sur lui. Et si on active les 3, ça fait un méga éclair dans la zone en fait. Et ça défonce le golem. Et ça défonce le golem. Alors ça lui enlève pas énormément de vie. Enfin après ça dépend de la difficulté dans laquelle on joue, encore une fois. Mais ouais, ça défonce le golem, sachant que le golem est résistant à quasiment toutes nos attaques. C'est-à-dire qu'on peut le battre, on peut le battre normalement, mais c'est pas non plus, ça va prendre 3 plombes quoi. Si t'essayes de le battre normalement, tu vas en avoir pour 3 ans. Donc tu préfères lui balancer des éclairs dans la gueule. Donc lui balancer des éclairs dans la gueule, c'est largement meilleur. Ouais, donc Après, du coup, t'as plusieurs approches possibles, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a toujours plusieurs approches possibles pour les combats. Il y a toujours plusieurs issues possibles pour les combats. Puisqu'on parlait je sais plus le nom. Les signes. Non, la strige. Oui. La strige, on en parlait. La strige qui arrive en fin de jeu. Pour la strige, par exemple, on a 2 options. Soit on peut la tuer. Ouais. Soit on peut attendre. Et moi c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en fait il faut la frapper un peu, mais surtout courir en rond. Il faut courir en rond pour que la strige ne te rattrape pas, pour qu'elle te tape pas, parce qu'en fait plus le temps passe, plus les bougies s'éteignent. Et si les bougies s'éteignent, c'est que le jour arrive. Et une fois le jour arrivé, la strige se retransforme en princesse et on peut la détransformer définitivement quoi. D'accord, et comment ça se passe pour la désentransformer? Ça se fait automatiquement.
D'accord, donc y a pas, tu t'enfermes pas dans un cercueil, enfin dans un caveau, il y a pas de tout ça. Ah, bah justement, pour lever la malédiction, il faut de toute façon aller dans le caveau. Faut aller dans le caveau. En fait, si tu veux, c'est le combat. Sauf que le combat, au lieu de la battre, bah tu la laisses en vie jusqu'à. Il y a un timer en fait. Il D'accord. y a un timer. Et soit t'arrives à la battre soit t'arrives à la battre, soit le timer arrive à sa fin. Et si tu l'as pas battue à la fin, ou si t'as fait exprès d'atteindre la fin, et bah elle est en vie. Et tu lui donnes un médaillon. Si je me trompe pas, c'est ça. Tu lui donnes un médaillon qui canalise le pouvoir. Ouais. Eh ben, c'est dans le livre, enfin, dans le livre, presque ça, parce que tu ne dois pas la battre. Voilà. Dans le livre, en fait, en gros, et dans la cinématique qui en fait retrace ce passage-là du livre, tu ne dois pas la battre. En fait, tu vas la cogner un peu, tu vas l'affaiblir un peu, et en fait, ça se finit par après l'avoir affaibli, comme on sent que Gérald sent que le jour arrive. En fait, il va s'enfermer dans un caveau, dans une espèce de tombe. Enfin, et il va s'enfermer dedans en fait, et il va dormir jusqu'à ce que le jour se lève. Oui, alors, Euh, ouais, non. Ah, c'est pas. Dans le jeu, c'est pas comme ça. et en plus, en fait, donc il se réveille, enfin, elle n'est plus transformée, elle est en humaine, sauf que pour la blague, donc il explique bien que pour que ça fonctionne, il faut passer la nuit avec elle et attendre le troisième chant du coq. Voilà. Sauf que comme il a pris une potion en fait pour se mettre en état de léthargie, en gros, il se rend compte en se levant en fait qu'il est resté en léthargie un peu trop longtemps, donc il sort, il sait pas ce qui s'est passé, il la trouve en humaine, sauf que le troisième chant du coq n'avait pas encore retenti et elle lui saute à la gueule et elle le grave blesse, enfin Il le le blesse blesse gravement. gravement quoi. Et donc arrive le troisième chant du coq et là du coup c'est bon et il insiste bien auprès de Foltest en disant que voilà normalement ça a fonctionné mais comme il risque d'y avoir quand même des retombées psychologiques, il faut qu'elle porte alors c'est un collier avec un rubis je crois avec une bulle d'air dedans. Bah, c'est à peu près ça. Bah, de toute façon, l'univers est assez compliqué. Donc mais bon je pense que à mettre ça en place dans le jeu ça peut être un peu dur donc effectivement voilà on simplifie il faut l'abattre ou atteindre la fin du timer. Voilà, sachant que ce qui est intéressant, c'est que il y a des alliés dans ce jeu. Il y a des alliés qui sont. Donc, on peut choisir deux camps. Qui sont soit l'ordre de la Rose Ardente, c'est-à-dire l'Empire, Mhm. soit la Scoia'tael. La Scoia'tael, c'est un terme qui veut dire peuple libre, je crois. Qui sont appelés Euh, les écureuils. oui c'est ça. Ils sont appelés les écureuils. En fait, c'est tous les non-humains. C'est les elfes et les nains principalement. Oui, elfes, Sachant qu'il y a des. nains, les Dopplers, tout ça. Voilà, sachant qu'il y a aussi des Riyad, mais elles ne font pas partie du combat, etc. Qui en fait, eux, cherchent simplement à être libres. Parce ils sont oppressés. Donc on pourrait faire un amalgame. L'ordre de la Rose Ardente, c'est les nazis, mais on n'ira pas jusque-là. On n'est pas comme ça. Non, 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 mais ça reste, enfin, comme dans beaucoup de jeux, en fait, ça reste un conflit on va pas se Qui oppose mentir, hein, deux peuples. voilà, bah, ce qui s'est passé entre les Juifs et les Allemands, même actuellement, hein, entre différentes communautés, enfin, ce qui se passe en Israël, tout ça. Voilà, j'allais le dire, mais je n'osais pas le dire. Non, 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 mais voilà, c'est des conflits qui existent depuis toujours. Et tu trouveras forcément dans un jeu où t'as ça qui t'entrame un parallèle. Oui. Parallèle. Donc ça peut être ça. Bon là, effectivement, comme il n'y a pas vraiment enfin, de combat pour partager un territoire. Enfin, ils se mettent pas sur la gueule les non-humains et les Ah humains pour si, partager. si, si. Bah, c'est Mais à la plus une fin du oppression. jeu, en fait. C'est plus une oppression. Ce qui se passe en Israël, c'est vraiment deux communautés qui se foutent sur la gueule pour avoir le contrôle d'une terre. C'est même pas tu vois, c'est même pas un peuple qui veut s'installer et on l'oppresse ou c'est même pas un partage. C'est vraiment, voilà, ils veulent un territoire particulier et t'as deux communautés qui se foutent sur la gueule. C'est ça Israël. Voilà. Après, là, on est plus, oui, on sera plus sur un parallèle avec effectivement ce qui s'est passé avec les nazis. C'est-à-dire que voilà, les elfes et les nains, c'est les juifs et effectivement, l'ordre, c'est ça, c'est un peu les nazis qui oppressent. Voilà, et je pense que le parallèle est justement très poussé là-dessus parce que à la fin du jeu, on va sauter directement à la fin, quand on vient à Vizima,
puisqu'on était parti à un moment, tout ça, il y a des grands trucs, mais on revient à Vizima et on découvre Vizima en flammes, avec la Scoia'tael qui attaque en fait. Ils sont passés à l'attaque. Les Scoia'tael, ça serait la résistance. C'est un peu la. Ouais, c'est les, C'est ça c'est les juifs en fait, c'est vrai, c'est vraiment les juifs. Mais le truc, c'est que ils sont passés à l'attaque, et une fois qu'on calme tout ça, on apprend qu'en fait, la Rose Ardente, elle a le désir de prendre le contrôle de tout. Et ce qui mène à la dernière zone du jeu, qui est un peu ce que moi j'appelle la zone de rêve. Parce que quand on arrive à ça, il y a tout ce bordel qui est appelé, c'est appelé la fin des temps. C'est l'épilogue. Et donc, on est poussé à aller voir. On va dans les quartiers du temple en fait. Et on arrive à. Alors je ne sais plus le nom du personnage. Je suis en train de regarder un peu tout ça. De quel personnage, le chef des salamandres? Non, le chef de la Rose Ardente en fait, qui est appelé le Grand Maître. Alors, je pourrais pas te dire, parce qu'il me semble pas que la Rose Ardente réintervient. Non, elle réintervient pas parce qu'on l'a détruit en fait à Voilà. la fin du jeu. Mais en gros, on se retrouve devant ce grand chef, et il va nous mener, il va nous dire voilà, nous on est la Rose Ardente, tu vois le feu, tout ça. Et voilà ce qui va arriver si nous on ne fait pas ce qu'on est en train de faire. Et en fait, il nous amène dans une zone qui est un espèce de désert enneigé. Et on doit avancer dans ce désert enneigé en retrouvant des personnages qu'on a déjà croisés. Donc on a Shani ou Triss, selon le choix qu'on a fait, mais ça on y reviendra un peu. On retrouve des membres de la Scoia'tael, des membres de l'ordre, des membres ce qu'ils appellent neutres, donc qui sont des fantômes, tout ça. Et on finit le jeu en se battant contre ce mec. Et en fait, on se rend compte que le mec, on se rend compte. C'est là que je dis, sans une solution, on s'en rendrait pas compte, que c'est un des personnages qu'on a croisé au tout début du jeu, qui nous a accompagnés pendant tout le jeu, qui est un enfant, à qui on a donné un médaillon. Et apparemment, on pourrait voir ce médaillon sur le personnage. Et c'est là que c'est n'importe quoi. Le dernier combat du jeu est quand même assez ardu. Moi, je m'y suis repris à 3 ou 4 fois, sachant que on ne peut pas sauvegarder juste avant le combat. Donc, si on meurt, on est obligé de tout refaire. Oui, ça c'était un défaut. Ça, même dans le 2, hein, c'était un défaut. Donc, ça, c'est un véritable problème. Sachant que, bon, les combats dans le 2, on va y revenir, puisque on va bientôt arriver à une petite pause musique. Et on va pouvoir passer au 2. Mais c'est assez assez what the fuck. Assez what the fuck, et je sais pas, moi j'ai eu beaucoup de mal. Je m'y suis repris à 3 ou 4 fois pour le faire, ce combat. C'est un combat qui est assez ardu, où je me suis retrouvé des fois à être blessé par rien en fait, à me prendre des dégâts, à faire mais ça venait d'où ça? Et c'est assez what the fuck. Et c'est là qu'on arrive à la scène finale, puisque en rentrant dans le dernier truc, dont déjà on croise la chasse sauvage, on peut les battre ou pas. C'est pas. C'est un choix. C'est un choix, voilà. Suivant est-ce qu'on leur remet le mec qu'on vient de battre. Si on leur remet, le roi de la chasse le prend et se barre. Et si on lui remet pas, il faut affronter le roi et la chasse sauvage. Sachant que le combat est encore plus dur. Le combat est encore plus dur que celui qu'on vient de faire, qui était déjà vachement difficile. Mais ouais, on arrive justement, on sort de cette grande, on sort de cette grande plaine,
on revient dans le monde réel avec le mec, donc Jacques d'Aldesberg, alias Alvin, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui est mort à côté de nous. Quoi qu'il arrive, qu'on le donne ou pas, il est mort. Et on va parler au roi, parce que voilà, on a détruit la Rose Ardente, ce qui nous avait été demandé. On a récupéré les secrets de Kermoren. Tout est bien, tout est bon. On va voir le roi, il y a une belle cinématique où on lui parle, machin, on prend notre or, on commence à se barrer. Et là, il y a un mec qui attaque le roi. Donc on le tue. Et on se rend compte, fin du jeu, qu'en réalité, c'était un sorceleur. Et le jeu se finit là-dessus. Et c'est une porte ouverte pour le 2. Et c'est une porte ouverte pour le 2, puisque de toute façon, l'histoire des 3 jeux se fait... voilà, on peut faire les 3 jeux à la suite, l'histoire se suit en fait. Et je pense que là-dessus, on va peut-être pouvoir se faire une petite pause musique. Oui, tout à fait. On va se faire une petite pause musique et on revient tout de suite après. À tout de suite les gens. Bisous, à tout de suite. Voilà, donc on s'est écouté un peu de musique. C'était, oui, très très intéressant comme musique. Hein, on est d'accord? Ça a permis à tout le monde de faire pipi. Voilà, exactement. Et du coup, on va parler un peu de The Witcher 2. On va parler un peu de The Witcher 2. Alors, The Witcher 2 qui est la suite directe de The Witcher 1. Ah si, un truc que j'ai oublié de dire, si je peux me permettre. Au niveau de The Witcher, j'ai joué à la version anglaise, mais dans la version française, les voix étaient pas dégueulasses. Elles étaient les vraiment... VF de The Witcher, généralement, le casting est bien choisi. Hein. Oui, parce qu'il faut dire que donc la voix française de Geralt, c'est la voix de Jean-Claude Van Damme. La voix de Vézémir... Attends. C'est Jean-Claude Van Damme qui double Geralt. Ouais, c'est Patrice Baudrier qui fait la voix de Geralt. On a aussi la voix de Benoît Alman qui fait Vézémir, qui est la voix française de Morgan Freeman. Oui. Voilà, et pour Alvin, c'est Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier qui était la voix de Gohan, de Son Gohan dans Dragon Ball, la voix de Goku quand il était enfant. Putain, bon ça. Et qui est maintenant, si je ne dis pas de bêtises, je peux dire des bêtises, mais je ne crois pas, qui est aussi la voix de Goten. Il me semble. Qui est la voix de Goten et qui a fait tellement de choses. C'était la voix française de Oui Oui, c'était... N'en dis pas trop, parce qu'après ça va casser un peu l'univers du jeu. Voilà, ça c'est complètement... Enfin, c'est... Tu te rends compte, ce personnage-là, il est doublé par Oui, trop la classe. Voilà, tu te rends compte, l'enfant c'est Oui Oui en français. Voilà, donc de rien les gens. Non mais je viens de l'apprendre. Voilà, je viens de l'apprendre. Après au niveau du 2, je sais pas. Il se paye un... Enfin, tu ne perds pas à y jouer en VF, quoi, au niveau du jeu. Voilà. Moi j'ai préféré y jouer en VO parce que préférence personnelle. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus... les fois où j'étais en VF, c'était pas dégueulasse, quoi. C'était pas un Dragon Ball, quoi. Oui, c'est bien travaillé. Enfin, le casting est bien choisi, quoi. Ils ont pas mis les mecs. Bon, toi tu feras un tel, on s'en fout. Et le texte, on s'en fout du texte. Voilà, c'est pas ça du tout. Et donc du coup, on passe au 2. Oui. On passe au 2. Alors un truc que je putain d'aime, c'est un truc qui a été fait par... ça a été utilisé par BioWare dans les Mass Effect. C'est utilisé par trop peu de jeux, je trouve. C'est le fait de pouvoir importer sa sauvegarde d'un jeu à un autre. Très important, ça. C'est très très dans les jeux très qui se important veulent être pour une moi. continuité 2, c'est très important. Ouais. Parce que malheureusement, il y a plein de jeux où on peut pas le faire. Et pourtant, ce serait bien. Et non, pour moi, le seul souci, le seul souci qui est lié à ça, c'est que du coup, ça diminue un peu l'impact de ce qu'on a fait /U dans le 2. C'est dans le 1, on peut récupérer l'armure de Corbeau, qui est un super sorceleur en fait. C'est un sorceleur de légende. Oui, ça Et j'en on avais entendu peut- parler justement.
Voilà, et on peut récupérer son armure dans le 1. Et c'est très intéressant. On peut l'importer dans le 2 avec les méga armes qu'on a eu dans le 1, quoi. Donc on est là genre ouais. Et en fait, on se rend compte que dans le 2, c'est quasiment, elle est moins intéressante comme armure que la plupart des armures de base qu'on a dans le 2. Bah, c'est pas plus mal parce que t'imagines, t'arrives dans le 1 avec l'armure Roxor et tu fais tout le jeu avec. Bah, moi justement, j'aurais quasiment préféré ça en fait. C'est vrai J'aurais que faut avouer que le skin de certaines armures sont quand même dégueulasses. Oui, oui, ça, mais voilà. Et le 2, le 2 au niveau de alors pareil, au niveau on va commencer par le système de combat. Que moi j'ai aimé. Toi, tu l'as pas aimé. C'est pas que j'ai. C'est que moi, il m'a dérangé parce que je trouvais que c'était. Qui était un peu lourd et maladroit. Bah, j'ai pas trouvé parce que moi. Enfin, après, j'ai joué sur PC. Sur console, je sais pas ce qu'il vaut. Mais sur PC, c'était vraiment un système à la Skyrim, quoi. T'as les attaques légères, t'as les attaques lourdes. Et Point. dans le 3, c'est exactement la même chose, sauf il y a un côté plus fluide. Enfin, ça fait moins genre. Ça fait C'est moins pas. lourdeau. C'est ça, c'est plus ventilé en fait. Et même Ça quand. fait moins lourdeau, ouais. Puis même, comment dire, l'enchaînement, genre attaque à l'épée et tu sais, mise en place des signes et tout ça. Dans le 3, je trouve beaucoup mieux amené que dans le 2, quoi. Dans le 2, tu lances une attaque à l'épée, après tu fous ton signe, enfin, tu perds un temps. Enfin, je trouve que il y a un temps monstre parce que des fois, tu vas te prendre un putain d'uppercut juste parce que tu as voulu mettre un coup épée et placer ton signe. Oui, voilà. Après, moi, je joue très peu avec les signes. Alors, c'est vrai que les signes, on en a pas parlé. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le 1, on les débloquait. Et dans le 2, ils y sont tous de base. Hmm. Alors, je sais plus si on les améliore par contre. Oui, tu peux les améliorer avec Que, justement comme oui, un truc qui était nouveau dans l'univers. Si je me trompe pas, oui, c'est dans le 2 parce que je suis allé jusqu'au bout je suis allé jusqu'au bout d'un des arbres de compétences. C'est justement les arbres de compétences hmm. où tu as des compétences et tu peux les mettre et ça t'améliore différents trucs. Et c'est vrai que dans le 1, c'était quelque chose qui pour moi manquait. Ça manquait énormément. Bah, ça faisait RPG pas fini quoi. Voilà, ça faisait RPG pas fini. Alors que là, dans le 2, t'as vraiment plus l'aspect RPG de est-ce que je vais améliorer ma magie ou mon épée ou ceci ou cela. Il y a 4 arbres de compétences. Bon, sachant que le premier, c'est celui de la démo, donc au final, il y en a 3. Mais c'est vraiment pas mal. Avec en plus la possibilité de mettre des mutagènes. Très important. De ça. mettre des mutagènes dans les compétences. Et il faut faire très attention parce que les mutagènes, voilà, une fois qu'ils sont mis, on peut pas les enlever. Mais ils améliorent, voilà, il y a des mutagènes Vous d'amélioration. pouvez pas les enlever dans le 2? Non, non, une fois qu'une compétence est mutée, tu peux pas l'enlever. Oui, dans le 3, c'est pas pareil. Dans le 3, c'est encore différent. Mais ouais, dans le 2, j'ai vraiment pris. Je dirais pas que j'ai pris un pied monstre parce que le 2, en fait, j'ai commencé à y jouer, j'ai commencé à le faire en stream. Et les gens m'ont dit non, mais c'est chiant. Les gens m'ont dit le fais pas, c'est chiant, c'est pas intéressant à regarder. Donc j'ai fait bon, d'accord, j'ai fait 2 vidéos et puis j'ai laissé tomber. Pourtant, enfin, au niveau de l'histoire et tout ça, enfin, il est quand même. Que ce soit le 1 ou le 2 ou le 3, c'est vachement intéressant à suivre. Moi, le 2, l'histoire, je l'ai trouvé beaucoup moins intéressante. Parce Bah. que beaucoup plus axé justement. Le 1, il y avait ce côté, je cherche la scoia'tael, je cherche la salamandre. Et puis bon, il y a la bataille entre l'ordre et la scoia'tael. D'accord. Mais je suis quand même libre. Tu vois, t'étais pas obligé. Tu pouvais aller. Moi, ce que je faisais, c'est que souvent, j'allais dans les deux camps, quoi. J'allais parler aux mecs des deux camps et je m'en foutais. Ouais. Alors que dans le 2, c'est vraiment. Tu choisis. C'est vraiment, tu choisis. Soit. C'est vrai, soit tu Scoia'tael, es, soit la Téméria. Voilà, c'est ça. Soit t'es scoia'tael, soit t'es Téméria. Et tu peux pas faire les deux, quoi. Tu peux pas aller de l'un à l'autre. Sachant qu'en plus, il y a différentes histoires selon lequel tu choisis. Enfin, il y a différentes histoires. T'es amené dans... Bon, il y a toujours l'histoire des camps, quoi. Selon ce que tu choisis, tu vas avoir des PNJ qui vont se débloquer dans un camp, mais pas dans l'autre. C'est ça, tu vas avoir des rencontres qui vont se faire dans un camp pas de l'autre. T'as des quêtes aussi qui vont soit se faire d'une façon différente, soit qui vont pas se faire, il me semble, pour certaines. Oui, voilà, c'est ça.
Tu vas avoir vraiment deux approches différentes. Il va y avoir deux approches différentes, mais c'est beaucoup plus accentué dans le 2, je trouve. Et moi, c'est ça qui m'a gêné, c'est que j'ai eu l'impression de perdre beaucoup plus de temps dans le 2 que dans le 1. C'est-à-dire que dans le 2, j'avais vraiment l'impression d'être en mode putain, il faut que je résolve ça. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver le mec qui avait tué le roi, quoi, tu vois. Oui, voilà, hein, Assassin du roi, le titre du jeu, je pense qu'il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas Il n'y a besoin. pas besoin de Voilà, hein, c'est tourner pas un autour du pot. spoil. C'est pas un spoil. Mais. Non, j'ai eu beaucoup plus l'impression, ouais, de perdre du temps dans le 2. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai eu l'impression de perdre beaucoup plus de temps dans le 2. Parce que. Ouais, je sais pas, le côté beaucoup plus politique de la chose. Ouais, parce que je te disais, c'est une ouverture sur le 3, parce que en fait, t'as plusieurs menaces, c'est-à-dire que pour Gérald, t'as la menace euh, Des pour mauvais l'ordre des sorceleurs. sorceleurs, parce que comme lui, il est incriminé, déjà, il faut déjà qu'il arrive à s'innocenter. Déjà, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que sa quête principale, c'est de prouver qu'il est innocent. Oui. Il y a aussi laver l'honneur des sorceleurs, parce que bah, même si c'est pas lui, ça reste un sorceleur qui a perpétué le truc. Donc, il faut bien montrer que, enfin, voilà, faut soit se débarrasser du mec, soit faire comprendre aux autres qu'il n'est pas directement. Enfin, c'est le mec a agi en son âme et conscience, entre guillemets, parce qu'on apprend que c'est plus compliqué que ça. Oui. Et, et oui, t'as une menace politique, parce que du coup, c'est l'invasion par Novigrad. Enfin, pas de Novigrad, Téméria. l'escadron noir. Oui. C'est les merdes. Comment ils appellent ça? Ah, je sais plus du tout. Merde. Je vais regarder. Merde. C'est l'escadron noir et c'est quoi? Parce que t'as les Témériens et tu as. Je cherche parce que là j'ai un trou de mémoire terrible. Je suis en train de regarder, je trouve pas. Nilfgaardien. Oui, voilà, les Nilfgaardiens. L'empire Nilfgaard en fait qui cherche à conquérir toute la Témérie en fait. Et tu te retrouves coincé là-dedans parce que euh, déjà il y a un soupçon parce que Foltest était un roi de Témérie. Et donc, t'as beaucoup de soupçons quant au fait que bah, c'est les Nilfgaardiens qui ont monté le coup. Alors, au final, j'apprends que c'est même pas les Nilfgaardiens, c'est un autre. C'est un mec, c'est un autre tordu qui voulait juste prendre la place de Foltest, qui était même pas Nilfgaardien. Qui a un nom, merde, c'est quoi son nom? Ah, mais alors ça après, c'est dans le. Mais de toute façon, il y a les Nilfgaardiens à la fin du jeu. Oui, parce que le jeu se finit, tu vois l'escadron noir qui marche sur Témérie. Voilà. Et moi d'ailleurs, j'avais pas trop compris, puisque je pensais qu'en réalité c'était la chasse sauvage. Je Non, en pensais fait, que c'était la chasse oui, puis sauvage, en plus, mais ça n'a rien à voir. t'as encore une double histoire. Puisque, enfin, ça fait du coup, ça fait l'entrée en matière du 3, mais tu es en quête aussi dans le 2 de Yennefer. Oui, il y a le Parce que, début de la quête de Yennefer. exactement, parce qu'en fait, tu commences à retrouver progressivement la mémoire. Bah même dans le 1, on commence à la retrouver. Parce Mais que, c'est alors, très. si je dis pas de conneries, parce que du coup, j'ai cherché et alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais en gros, tu t'es sacrifié pour Yennefer et tu as rejoint la chasse sauvage. Tu as parcouru, c'est un an, je crois. C'est très Plus. possible. Je sais plus, je C'est t'avoue que je soit sais plus. un, soit deux, soit 3 ans. Enfin, t'es resté un bon moment dans les rangs de la chasse sauvage. Et alors je crois que voilà, c'était un contrat à tenir. Et une fois ton engagement fini, en fait, t'as été relâché ou t'as échappé au truc, t'as réussi à t'enfuir. Sauf que du coup, tu as perdu la mémoire. Voilà. Et il me semble que pendant tout le 2, tu vas avoir des flashs comme ça, en fait, de moments vécus avec Yennefer. Oui, et des flashs qui d'ailleurs sont magnifiques. Oui, Ça, c'est un truc qui m'a étonné, c'est que tout ce qui est flash
C'est sous forme dans d'ombre le 2. chinoise en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, c'est des espèces de dessins. C'est des Oui, dessins oui. extrêmement bizarres, très... comment est-ce que je pourrais dire ça Exagéré, je crois, il me semble, au niveau des traits. pas exagéré, très abstrait, voilà. C'est le mot que je cherchais, très abstrait. Et c'est... Moi, je les ai trouvés vraiment super beaux, quoi. Bah, J'ai trouvé ça vraiment magnifique. ça permet justement de vraiment faire un parallèle. C'est pas le genre de cinématique où tu pourrais dire, mais attends, qu'est-ce que ça a à foutre dans le jeu? C'est ça vraiment, ça permet de mettre vraiment deux choses bien à part. C'est-à-dire que t'as l'histoire principale, et puis derrière, bah, t'as Gérald qui se bat pour retrouver la mémoire et tout ça, quoi. Voilà. Qui D'où est la d'ailleurs un romance des... avec Triss, d'ailleurs. Oui. Mais d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage que Shani, qui était moi mon choix dans The Witcher premier du nom, euh, a été retiré en fait. Parce que bah, je sais même pas pourquoi elle a été enlevée, mais je pense que c'était pour simplifier l'histoire. Bah tiens, juste pour revenir par rapport à la chasse sauvage et ce qui s'est passé. Donc Leto, donc le tueur de roi dans le 2, Mhm. en fait lui révèle que Gérald a un jour sauvé lui et ses compagnons. En échange, l'assassin a révélé à Gérald où trouver la chasse sauvage, que Gérald a poursuivi des années durant parce qu'ils avaient enlevé Yennefer. Donc voilà ce qui s'est Voilà. passé. La chasse sauvage a enlevé Yennefer. Non, voilà, dont il est follement amoureux. Et en fait, donc Gérald a bel et bien trouvé la chasse sauvage. Et en fait, il a préféré offrir son âme en échange de celle de Yennefer. Ainsi, Gérald a fait partie de la chasse sauvage. Il a été l'un des leurs. Voilà. On apprend également que les membres de cette cavalerie seraient en réalité des elfes appartenant à un monde parallèle, se Voilà, mais ça matérialisant. c'est ça c'est complètement autre chose. Mais ouais, je sais pas moi le l'histoire en elle-même est très intéressante. L'histoire principale, l'histoire principale est très intéressante. Donc Oui, le fait qu'il retrouve la mémoire, qu'il retrouve l'assassin du tueur du roi et tout ça, c'est ultra intéressant. Mais le fait qu'il y ait des conflits, c'est voilà, moi le fait qu'on se retrouve déjà dans un monde où les gens sont en mode bah d'accord, bah attends, il faut, c'était comment c'est une fois que le roi est tué, il y a des gens qui se battent pour avoir le contrôle, donc on doit voir si on aide machin ou machin ou machin. Et puis après, il y a donc justement les derniers, les Nilfgaardiens qui arrivent après pour prendre le contrôle, mais il y a quand même il y a une partie dans une ville, la ville naine, oui, où on doit soit protéger le roi, soit rester avec la tueuse de dragons ou des trucs comme ça. c'est vrai. C'était Et en plus, qui fait partie justement des choix importants dans le 3. voilà, et moi j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça chiant. euh, et je vais sortir juste un peu rapidement de l'histoire, juste pour dire que que le level design du 2 est à chier. Il est absolument à chier. On en parlait déjà, ça fait extrêmement couloir. Oui, Mais alors la ville naine, sans déconner, ça a c'est l'un des été pires moments du jeu, je crois. c'est l'un des pires moments du jeu, ça a été le moment où je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas où aller, je tournais en rond. J'étais en mode mais putain mais qu'est-ce que je fais. Et au lieu d'adapter, ça aurait été très intéressant que, puisqu'il y a une map Oui, avec les objectifs tout ça, ils auraient pu, moi je pense qu'ils auraient pu l'adapter en étage. C'est-à-dire que si c'était sur l'étage inférieur, bah il t'affiche que l'étage inférieur et il te montre un escalier pour monter à l'étage suivant. oui, Et parce que etc. en plus, il y a une quête comme ça où il faut que tu ailles dans des espèces de criques ou je sais pas trop quoi. Et celle-là, elle m'a fait chier d'une force parce que j'arrivais tout le temps au point où c'était indiqué, mais je voyais rien. C'est ça. Bah moi je suis quand même allé à me... Alors surtout dans le 1 c'était très bien indiqué quand il y avait un PNJ qu'il fallait rejoindre une grotte ou un truc comme ça.
le lieu qui te montrait sur la carte, c'était l'entrée de la grotte ou de la maison ou je ne sais quoi. Donc ce qui a fait que dans la ville naine, il y a un moment où on doit aller voir un vieux nain pour qu'il nous ouvre une porte de grotte. Oui. Et moi je suis arrivé et je voyais, donc je suivais le petit point qui me montrait le truc, et puis j'arrive devant une méga porte. J'arrive devant une méga porte et je me dis bon bah ok, il faut que je l'ouvre. Il est midi, elle est pas ouverte. Bon bah ok, bah je vais me reposer jusqu'à 15h. 15h ça devrait être ouvert, 15h rien. Bah c'est peut-être ouvert la nuit, 3h du mat, rien. Putain c'est peut-être ouvert le matin, 10h du mat, rien. Et en boucle comme ça, et je me disais putain mais c'est quoi ce bordel. Et en fait, le mec il est dans sa maison. Qui en fait, la maison passe en dessous la grande porte. Ah oui, putain, j'en souviens de celle-là. Oh, Donc c'est une j'ai catastrophe. galéré littéralement pendant 3 jours. 3 jours à chercher, donc à côté je faisais des quêtes annexes, je faisais des trucs, j'étais en mode bah ok, bon bah écoute, oui, bah je Puis vais même faire les autre quêtes chose. annexes, pour les trouver, elles sont tellement mal foutues dans Puis la même les quêtes vilaine. annexes, c'est absolument, c'est affreusement mal foutu. Tout le level design est horrible. Je me souviens, bah, dans le même truc, on doit récupérer les œufs de harpie. Oh putain, n'en parle pas de celle-là. J'ai cherché pendant 20 minutes, je tournais autour du caillou, je me disais bah peut-être qu'il faut que je grimpe, peut-être qu'il y a un passage caché, peut-être que... Non, il faut aller au début du niveau pour passer derrière des buissons, pour monter une colline, pour arriver en haut et faire un saut. Et j'étais là, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fumé les mecs quoi. Ah ouais, non, ils étaient super maladroits là-dessus. Ça a été, pour moi c'est un des pires points du jeu, avec bah, justement le Bah, fait que ce soit ultra c'est vrai que politisé. dans la ville des naines, le ressenti est maximum, quoi. C'est-à-dire autant C'est... ça, dans les autres, ça va, mais le passage de la ville naine, c'est une catastrophe absolue. Ah ouais, mais carrément quoi. Même la ville, la première ville, qui n'est pas Vizima, je crois. Si je dis pas de bêtises, je sais plus ce que c'est la toute première ville. Bah La non, c'est première pas. ville après ce qu'on soit échappé des Après donjons. qu'on soit échappé des donjons, Flotsam. voilà, Flotsam. Euh, Même ça, mais j'avais du mal à me repérer dedans quoi. Enfin, pas dans la ville en elle-même. Dans la ville, ça allait, mais dans le quand je sortais, qu'il fallait que je revienne à la ville, j'étais en mode what? Parce que tout est sur le même plan quoi. On te montre une carte qui est droite. Et donc forcément tu te dis bah oui bah écoute, on me dit que la quête est à droite, bah je vais aller à droite quoi. Tu vas à droite et tu te retrouves carrément autre part et on te dit que la quête elle est sous tes pieds mais y a rien. Et tu fais va te faire foutre jeu, va te faire foutre. Et en fait tout ça ça a amené... alors je vais allumer, je l'ai pas allumé, je vais allumer mon Steam. Je vais vous montrer la différence. Je vais vous expliquer la différence entre The Witcher 1 et The Witcher 2. Et pour moi elle est assez énorme justement. À cause, grâce entre guillemets à ça. C'est donc Steam s'allume. Hein, on va continuer à parler. On va continuer à parler un peu. Mais En du coup, ce que attendant tu que disais, ce mon détail-là a Steam été s'allume. corrigé. Ouais, je crois que ça a été corrigé dans le 3. Ça a été corrigé parce qu'en fait, du coup, quand tu as des quêtes, le marqueur, en fait, tu vas avoir une flèche rouge qui soit monte, soit des... Enfin, pas sur la carte, mais en fait, t'as la carte. En gros, le GPS de carte avec le point où il faut aller. Et en fait, à côté, t'as les mètres, en gros, à parcourir. Et à côté des mètres, tu vas avoir une flèche qui va soit monter, soit descendre. Pour te dire, bah, ça va être plus en hauteur, plus en bas. Oui, et puis tu peux même avoir une flèche, si t'es sur des chemins, la flèche qui te montre le chemin à prendre. Oui. Et ça, je trouve ça super intéressant. Voilà, mon Steam s'est allumé. Donc pour vous dire, pour The Witcher 1, j'ai eu 31 heures de jeu. Pour The Witcher 2, j'en ai eu 20. Parce Ah oui. que Witcher 1, j'ai fait le jeu à fond. Ouais, il y a à peu près une trentaine d'heures de vidéos. Et par contre, le 2, bah en fait, j'ai rushé à la fin, quoi. J'ai complètement rushé parce que j'en arrivais à un point où j'en avais marre. Bon, il y avait le fait qu'il y avait The Witcher 3 qui arrivait. Surtout que dans le... Que dans le... Que dans que quand je faisais le 2... Quand je faisais le 2, je suis tombé, bah il y a eu le stream. Il y a eu le stream sur The Witcher 3 sur Gaming Live. Celui où tu as gagné une console. Celui où j'ai gagné une Xbox One, ouais. Et où justement il faisait tout le début de The Witcher 3 sur tous les quêtes annexes. Ils n'ont pas trop fait la quête principale, ce que j'ai apprécié. Ils ont fait surtout les quêtes annexes. Bah, il me semble que de toute façon, pour pouvoir
Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu battes un griffon. C'est ça, ils Euh, sont allés jusqu'au griffon en fait. voilà, alors moi, alors, ça m'a paru bizarre, mais moi j'ai le souvenir quand j'avais fait le début que si je ne faisais pas les quêtes annexes, de toute façon, je ne pouvais pas obtenir je ne pouvais pas battre le griffon. Oui. Parce qu'il fallait une préparation, tout ça. Et j'ai accueilli mon frère il y a pas longtemps, et mon frère, les RPG, c'est pas du tout. Enfin, il aime bien, mais il est absolument pas fait pour jouer à ça, en fait. C'est pas du tout son style de jeu. Et en fait, lui, il a fait une espèce de rush, hein, de speedrun, en fait. Il a réussi à Ouais. speedrunner The Witcher, c'est-à-dire qu'en moins de 30 minutes, il a réussi à aller se fight contre le griffon. Ouais, et je suis sûr qu'il s'est fait défoncer. Et il l'a défoncé. Ouais. Bon. Il s'est pas fait défoncer, il l'a défoncé. Et sur le coup, j'étais en train de me dire, mais comment il a pu faire alors que moi, je dirais pas, je me suis fait chier, parce que j'ai adoré faire les quêtes annexes. Et voilà, m'a fallu 3, 4 bonnes heures quoi, pour faire le griffon, enfin pour arriver au griffon. Ouais, moi aussi à peu près. J'ai vraiment. Et alors je me suis dit, est-ce que finalement je me suis pas auto-imposé? Parce qu'après, c'est ce que je me suis dit, est-ce que je me suis pas auto-imposé les quêtes annexes parce que du coup t'es pris dans le fil de faire les quêtes annexes, tu veux voir, tu veux découvrir les machins, et du coup, ceci entraînant cela, en fait, j'ai fait les quêtes annexes avant d'arriver au griffon. Où est-ce qu'il y a eu un bug, ou est-ce que finalement, je sais pas, c'est un niveau de difficulté que je lui ai mis, je sais pas. Mais il a commencé le jeu, et ouais, 30 minutes, tu retires les dialogues, franchement 30 minutes quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais moi j'ai beaucoup. Enfin, dans le 3, j'ai eu énormément de. Enfin, j'ai pas eu de mal à faire les quêtes annexes. Bah, ça semblait naturel. Ce Bah qui oui, n'était pas le cas dans le 2. Ah, il y en a eu certaines au début du 2 où ça allait. Genre par exemple, l'ogre et son pont. oui. Il y a eu des quêtes annexes comme ça qui semblaient logiques et normales. Mais il y en a eu d'autres où on fait. Putain, ouais, quand même, quoi. C'est Alors, à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Retrouver le chien de Madame Michou. Mais je m'en fous de ton chien, quoi. Va crever, j'en ai rien à foutre. J'ai j'ai un assassin à tuer, quoi. C'est. Alors que alors, pourtant, le. Alors que pourtant, le. Comment le. Le 3, on aurait peut-être justement plus tendance à rusher, du moins au début, avant de découvrir la suite. On va pas en parler maintenant. Mais on aurait plus tendance à rusher, à se dire ça y est, je touche au but de ma quête, faut que je me bouge. Et c'est là où justement on se dit attends, faut quand même que je prenne mon temps. de toute façon, quoi qu'il arrive dans le 3, même si tu veux faire tu veux rusher en disant, moi je m'en fous, je fais quête principale et je m'en fous, déjà tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu n'as pas le niveau. Ouais, Pour faire la quête principale, tu n'as pas le niveau. Et que très souvent, la quête principale t'oblige à faire des quêtes secondaires. Tu vas finir par te rendre compte, en fait, finalement, te ramène à ta quête principale, et t'étais quasiment, voilà, ça se vend comme une quête secondaire, mais t'es quasiment obligé de les faire si tu veux continuer, quoi. voilà, c'est ça. Ou alors, des fois, tu ne les fais pas, tu passes à côté. Enfin, des fois, tu te dis, bon, je la fais pas, ou des fois, tu la prends pas, parce que des fois, tu peux prendre des quêtes comme ça, enfin, c'est particulier, mais tu peux prendre des quêtes principales, et tu te rends compte qu'arrivé à un moment dans l'histoire, tu te dis, mais putain, si j'avais fait ça, hein, si j'avais fait ça au lieu de ça, ou si j'avais fait cette quête, enfin tout ça, ou si je l'avais pas faite, eh ben, ça serait passé comme ça. Tu te dis, putain, bah, je le referais pour voir comment ça se passe finalement. Voilà, c'est ça. Et moi enfin ouais, j'ai eu beaucoup plus de mal dans le 2 que dans le 3 et dans le un même. Et enfin après voilà, je suis très critique sur le 2, le système de combat me plaît beaucoup plus que le un, même s'il est assez lourd, j'ai aucun souci à le faire. Mais je sais pas, le 2 il m'a pas touché. Il a pas réussi à me toucher comme l'a fait le un. Je me suis senti plus pris, bah justement pris dans les comment dans les Hein. Dans les quêtes annexes, non? Je me suis plus pris. Non, j'ai eu l'impression plus Histoire, d'être pris dans. Non, pas l'histoire, les conflits, justement, conflit politique. les conflits politiques. Alors que pourtant, il y avait certains trucs dans les quêtes qui étaient très très intéressants. C'est vraiment super intéressant.
Mais j'ai trouvé, moi j'avais pas du tout envie, quand j'étais là, j'étais en train de me dire, mais putain, mais le mec il a qu'à prendre son épée, leur dire démerdez-vous, vous élisez un roi et vous venez me chercher après, moi je vais chercher ma meuf quoi, parce que oui, dans le jeu il faut se rendre compte qu'en plus on nous enlève Triss, Oui, c'est-à-dire qu'on commence avec Triss et elle finit par être prise ouais, parce que c'est les... tout un cheminement en fait. T'as la politique et t'as aussi toute une trame au niveau de la loge des magiciennes. Oui, Donc du coup, en fait, les magiciens et sorciers en tout genre se retrouvent, enfin, tous les utilisateurs de magie se retrouvent pris en fait dans le conflit aussi, parce qu'il y a un intérêt politique hein, là-dedans aussi. Hein, c'est de voilà de dire je suis contre pour se faire bien voir par le peuple, en même temps de d'en récupérer un maximum pour foutre une mandale à l'adversaire en face, quoi. voilà. Donc du coup, en fait, en fait, c'est ça, c'est que c'est très politique, très politique, mais l'histoire est prenante parce que finalement, tu te retrouves. En fait, t'as une espèce de relation de proximité avec le personnage principal parce que il est, enfin, il est aussi gars avec toi en fait de tout ça. Ouais, C'est-à-dire que le mec il se dit mais je m'en bats la race, j'en ai rien à foutre. Sauf qu'après, les conséquences, c'est-à-dire ouais bah oui mais lui il sait où est-ce qu'elle est Yennefer, lui il connaît quelque chose sur mon passé, ouais lui il vient d'enlever mes amis. Ouais, mais attends, lui, il a des projets pour les non-humains et du coup, je peux pas non plus laisser faire ça. Ou alors lui, ce connard-là, il va réveiller une créature. Et tu t'en as rien à foutre en fait de comment ça se goupille, mais mais t'es obligé de le faire. c'est ça. Et voilà, moi ça m'a un peu dérangé. Après, voilà, il y avait aussi la hype de du 3. Il y avait la hype du 3 quoi. Moi j'étais en mode ouais bah il y a The Witcher 3 qui va sortir, j'ai vu la gueule du jeu, j'ai fait ah oui non mais c'est carrément autre chose quoi. C'est juste carrément autre chose, j'avais très envie de jouer à The Witcher 3. Ce qui au final ne s'est quasi pas fait. Dommage. J'ai très peu joué mais bon ouais, pour d'autres raisons. Arrête de m'envoyer des messages, ça s'entend sur. C'est con. Bref, hein. Voilà, après je sais pas toi ton avis principal sur le 2 c'est à peu près quoi? Bah, j'en joins que pareil, le level design m'a dérangé. C'est-à-dire sur le suivi de quête, tout ça, même si au vu de ce que tu me dis du 1 et du peu que j'ai pu voir du 1, ça qu'il y a une amélioration. Graphiquement, j'ai envie de dire, graphiquement, limite, tu t'en fous, parce que, enfin, il est beau, hein, graphiquement, le 2, hein, on va pas se mentir, il est beau, mais l'histoire reste prenante. C'est-à-dire que même si tu te dis, ouais, ça me casse les couilles, ben, c'est tellement bien amené, puis les personnages sont, enfin, c'est tellement, enfin, les personnages sont, ouais, tellement charismatiques, on peut le dire, enfin, à dire, le Gérald, je sais pas, il a la gueule, il a tout le skill d'un putain de héros, quoi, il veut pas être un héros, il finit par en être un, donc c'est ça qui est fort. Et non, non, moi, genre, voilà, pour moi, c'est une mise en bouche sur l'arrivée du 3. Et voilà, mis à part enfin, quelques défauts, euh, j'ai quand même apprécié d'y jouer, quoi. J'ai apprécié de l'avoir commencé, et j'ai maintenu, je l'ai fini, parce que voilà, j'avais envie de savoir ce qui se passe et comment ça se finit et tout ça, quoi. Et, il est prenant, c'est-à-dire que même s'il y a des éléments enfin, même si on se dit ouais c'est trop politique, ou même si le gameplay est parfois à chier, bah, l'univers est tellement prenant que tu peux pas quoi. Bah, moi je C'est ça. t'avoue que j'avais envie de le finir. S'il n'y avait pas eu le 3, je l'aurais pas fini. S'il n'y avait pas eu le 3, je me serais arrêté assez tôt. Parce que j'avais pas spécialement envie. Au vu de l'histoire, j'avais envie de savoir qui, qui a tué le roi, pourquoi, qui, tu vois. Est-ce qu'on va retrouver Triss? Est-ce qu'on va retrouver Est-ce qu'on va Yennefer? retrouver Triss? Est-ce que Yennefer... Bon, Yennefer arrive quand même assez tard dans l'histoire du jeu. Mais c'est vrai que est-ce qu'on va retrouver Triss? Est-ce qu'on va retrouver machin? Est-ce qu'on va retrouver ceci, cela? Et tiens, parce que toi c'est quand même assez frais ce que tu as pu faire du 2. Est-ce que tu as souvenir qu'on croise une gamine qui s'appelle Ciri à un moment? Alors ça dépend parce que ça dépend de Parce que est-ce qu'il faut suivre une certaine voie pour la ben croiser? je ne sais pas, justement je regarde.
je parcours en fait ce que je sais, même dans le 1, je sais pas si dans le 1 tu vas rencontrer une certaine Ciri. Je m'en rappelle pas. Et parce que quand tu joues au 3, tu te rends compte il y a eu un énorme vécu en Oui, fait non, avec. si, la petite Siri, exactement, non, on la croise pas du tout. Mais en fait, c'est très spécial. Parce que, en fait, ça date de avant les jeux. Bah, c'est ce que j'ai fini par me dire, parce que tu te dis, putain, il y a un fort vécu, mais en fait, quand ils te racontent leur histoire, tu te dis, mais attends, il me semble que ça commence, il a déjà perdu la mémoire, il s'est déjà passé de ça avec Yennefer. Le seul truc où c'était un peu brouillon, c'est que il y a un moment, il parle, dans le 3, que il s'explique en fait que Ciri pense que Gérald est mort parce qu'elle l'a vu mourir. Ouais, Et donc c'est avant le. C'est parce que c'est ce qui t'apprends se qu'à un passe bien moment, avant les premiers jeux. et Yennefer ont été pris à part par des paysans, et il s'est pris une fourche en plein cœur, en fait, Gérald. Mm. C'est très con comme mort. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, il y a plus badass, hein, comme, enfin, c'est super con. Et en fait, Ciri était là et elle l'a vu mourir, et du coup, je crois qu'elle s'est échappée avec Yennefer. Oui, c'est ça. Non, non, parce que Yennefer est morte aussi à ce moment-là. Oui, non, les deux sont morts. C'est Les voilà, deux c'est sont... quand c'est la fois où justement, on l'apprend dans le 2. Yennefer, on parle pas de Ciri à ce moment-là, mais on apprend dans le 2 que Yennefer et Geralt sont morts pendant une révolte. Je crois que c'est à Vizima justement. Oui. Et en fait, Triss les a ressuscités. D'accord, oui, parce que je savais qu'il y avait un délire comme ça, ils étaient morts, puis ils étaient revenus à la vie, mais Voilà. je me souvenais plus trop du truc, parce que, honnêtement, ce passage-là est super flou, c'est-à-dire que il te parle d'un vécu que Et tu en n'as fait, pas vécu. ça c'est T'en Triss qui nous l'apprend dans le 2. C'est Triss qui nous l'apprend dans le 2 que justement on a été que Et justement on est enfin, mort. comme moi, le 2 ça fait un moment enfin, que je l'ai fait. Du coup, je me souvenais de certains éléments, mais pas de tout. Et du coup, j'ai lu un résumé, mais dans le résumé, il me semble pas qu'il revenait justement sur sur le fait qu'ils avaient été morts, que voilà, ça parlait pas de Syrie. Et c'est ouf parce que dans le 3 il y a vraiment, enfin, de toute façon, le 3 tourne autour de ça, hein, Oui. autour de Syrie, de la chasse sauvage. Et tu fais waouh, quoi. Non, non, mais Ciri est un nouveau personnage du 3 justement. Et qui intervient si tu importes sur PC ta sauvegarde du 2 dans le 3. Et moi c'est ce que j'ai fait et on en parlera la prochaine fois. Syrie intervient, c'est attends. Oui, non mais voilà, on en parlera la prochaine fois. Ouais. En tout cas, le jeu très intéressant. Il y a un côté que moi qui m'a un peu dérangé. Je voulais le garder pour la fin de l'émission parce qu'il arrive, il va être facile 22h30 là. Ça a été le fait qu'il y a un truc qui a été enlevé du 2 et qui m'a beaucoup dérangé. Ça a été les femmes. Parce que dans le 1, Geralt est un homme à femme. Et on peut Collectionner des cartes. Ça, par contre, je m'en souviens parce que j'avais cherché dans les fichiers du jeu pour voir toutes les cartes. Voilà, on peut collectionner en fait des cartes histoire d'être vulgaire en baisant des meufs. Oui. Donc ça passe par Shani, par Triss, il y a des personnages au tout début, à la toute fin, etc. Il y a un peu de tout, il y a une dryade chez les druides, on a une seule chance avec elle, et si on n'a pas ce qu'il faut, on peut plus jamais le faire, ce qui m'a extrêmement déçu. Dans le 2, ça a été extrêmement atténué. Parce que... Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sexe, hein, dans le 2. Il n'y a pas beaucoup de sexe. Moi, je me souviens que je m'étais tapé la Dame du Lac. La Dame du Lac. La Dame du Lac. Alors, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, la Dame du Lac. Non, je crois que c'est dans le 1. Ça va être dans le 1 parce qu'il y a une scène... Oui, la Dame du Lac, c'est dans le 1, pardon. Je m'égare complètement. La Dame du Lac, c'est dans le 1. Et donc, oui, la Dame du Lac, hein, celle de la légende arthurienne et de Camelot et tout. On se tape la Dame du Lac. Donc, c'est assez. C'est un queutard de fou, le mec. Hein. C'est un queutard de fou. Et tu retrouves ça dans le 3. Et... Dans le 3. Ah ouais, dans le 3 il y est plus. Parce que dans le 2 c'est vrai que ça y était pas du tout. Parce que dans le 3, alors, je pense pas que ça soit au même rythme que... Parce que dans le 1, on pouvait carrément aller parler, il y avait une femme, on lui parlait dans la rue. Elle nous disait est-ce que vous avez entendu parler de Geralt de Rive. Et en choisissant les bonnes options et en lui donnant un vêtement, on couche avec elle quand même. Une nana random dans la rue quoi. Parce que là après dans le 3 en fait tu peux rencontrer des femmes que tu peux te faire.
D'ailleurs, le seul truc qui est frustrant, c'est que des fois, tu rencontres des personnages féminins, tu te dis waouh, Et et en tu peux fait, pas. tu peux pas te les faire. Mais bon, après, tu peux t'en faire quand même pas mal. Et ce qui est marrant, c'est que tu as un système de prostituées. Oui, comme dans le 1. Et le 2 Donc, aussi, je crois. en fait, c'est du cul à foison, quoi. Dans le 3, tu peux limite passer 1 heure de jeu où tu ne fais que te taper des prostituées. Voilà. C'est- Chacun ayant bien sûr son style différent. Voilà, après, bon, c'est au niveau des joueurs, on est obligé, on n'est pas obligé, hein, voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, bah, on va clôturer cette émission ici. On va Exactement. clôturer, on va clôturer cette émission ici. Est-ce que tu as un petit résumé? Qu'est-ce que t'en penses, The Witcher 1 et 2? Et puis qu'est-ce que t'aurais attendu un peu du 3? Qu'est-ce que t'attendais un peu du 3? Bah, le 3, comme tout le monde, j'attendais le visuel qu'on nous avait promis. C'est-à-dire que le tout premier trailer du 3 était franchement magnifique. Et je m'attendais à un rendu identique. Ah. Et il a souffert je dirais pas d'une sévère downgrade, mais il y a eu une downgrade. Il y a eu un downgrade qui, moi, ne me dérange pas du tout. Et bah, qui, au final n'est pas dérangeant. C'est vrai que, enfin, le jeu en soi reste quand même magnifique. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a des textures qui sont magnifiques. On a un jeu qui, bon, son patch 1.05 parce qu'il souffrait de quelques bugs, mais on n'est pas au niveau de Unity, qui était une catastrophe. Ou de Bloodborne. Bloodborne, pareil, qui j'ai entendu dire a subi pas mal de mise à niveau parce que au début c'était une Ah catastrophe. oui, ça a été une catastrophe. On n'est encore pas au stade, parce que là on en a eu un magnifique il y a pas longtemps de Batman qui ne tourne même pas sur PC. Ah, C'est-à-dire c'est que pas qu'il ne tourne même pas sur PC, c'est qu'il a beaucoup de mal à tourner et qu'il y a des textures qui sont pas là. Il y a des bah, textures qui n'existent pas. il y a des textures qui n'existent pas, il est mal optimisé et en plus il y a des bugs à foison. Ouais. Sur console, il n'y a pas de souci, parce que je l'ai sur console, il n'y a pas de problème. Il tourne facilement, il est très beau. Mais donc, du coup, voilà, après des attentes. Bah quand tu voyais le jeu, à quoi est-ce que tu t'attendais, quoi? Je m'attendais pas à des zones, je m'attendais vraiment à un véritable monde ouvert. Ouais. Voilà. Si je devais pinailler, c'est un véritable monde ouvert, mais les zones sont tellement grandes, il y a tellement de choses à voir que finalement. Non, en fait, j'avais des attentes, mais ils ont su se rattraper ailleurs, en fait. Donc voilà, moi le seul point négatif, c'est vraiment l'inventaire qui, pour moi, est juste, enfin, est vraiment à chier dans le 3. Enfin, comment s'organiser en fait. C'est Ouais, tellement c'est brouillon vrai que que des c'est un fois peu, ouais. tu galères un peu. Mais après, voilà, le VO, VF, c'est magnifique. Le jeu visuellement est très beau. Le scénario, il est plus qu'immersif. Les quêtes annexes, c'est juste de la folie furieuse. Le système RPG, moi, je le trouve vachement sympa. Ça veut dire voilà, il est propre, enfin c'est propre au jeu. Enfin, il est vachement bien foutu, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il y a une réflexion derrière et que ouais, pour moi, le The Witcher 3 devrait même se placer au même titre que les Elder Scrolls dans le culte du RPG, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que quand on parle RPG, c'est vrai qu'on pense à Elder Scrolls et à tout ça. Eh ben, The Witcher, pour moi, il rejoint ce fameux club, quoi. Ce club parce que voilà, il a pas, voilà, il est comment dire, il est enfin, classique oui et non quoi. C'est voilà, c'est faut y jouer. Ça fait même, je dirais même que pour moi là, de l'année 2015, pour le moment, même s'il y a eu Batman qui est sorti, je suis un gros amateur de Batman et que je sais qu'il va y avoir un prochain Assassin's Creed qui va sortir. Pour moi, pour le moment, c'est vraiment le jeu de l'année. Mm. The Witcher 3, voilà, il y a des bons jeux qui sont sortis cette année, je dis pas, mais The Witcher 3 pour moi c'est vraiment le jeu de l'année, quoi. C'était celui qui était attendu et celui qu'il faut avoir, et voilà, qui marque l'année 2015. Pour le moment. D'accord. Bah écoute, moi, j'avais pas vu les trailers. J'avais pas vu les trailers parce que j'aime pas regarder les trailers. Justement pour pas être justement déçu de ça. C'est-à-dire que quand je regarde les trailers, on va parler de Watch Dogs. C'est vrai que Oui, Watch Dogs, il y a eu un énorme downgrade énorme, et puis même, ils vendaient un scénario qui au final est. qui au final n'est pas du tout ce qu'on nous avait promis. Voilà, c'est qu'on s'attend à une histoire de gros fous furieux en fait, et au final, ouais, l'histoire est sympa, mais enfin voilà, t'as ton avis, tu fais le tour, c'est vite lourd, quoi. Voilà. Mais ça après, voilà. C'est pour ça que en fait, je ne regarde pas les trailers. Parce que
je suis pas déçu, tu vois. Quand moi j'ai vu The Witcher 3, j'ai fait ah cool, The Witcher 3, ouais. J'ai pas vu d'image, j'ai pas vu de truc. La seule chose que j'ai vu avant la sortie, c'était bah, le live de Gaming Live. Et c'est tout en fait. Mais même en ayant vu, enfin, même en ayant suivi les trailers et tout ça, euh, voilà, c'est con, mais un jeu, des fois, même s'il est pas. Enfin, là, The Witcher 3 est beau, hein, mais même s'il est pas beau, si derrière, t'as un univers en béton, tu ne peux qu'aimer le jeu. C'est Enfin, exactement ça. c'est super important, c'est-à-dire que un jeu, c'est pas que le level design, c'est pas que le gameplay, c'est pas que le visuel, c'est pas que la mécanique, c'est pas que tout ça, c'est aussi un univers, quoi. C'est-à-dire que le jeu, même si parfois il est foireux sur son level design et sur son gameplay et tout ça, à partir du moment où l'univers est ultra badass, bah, t'es obligé d'accrocher, quoi. Tu te fais violence sur certains points, mais tu peux pas faire autrement, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que The Witcher, il est, voilà, tu joues à The Witcher, enfin, tu, faut jouer au jeu, faut lire les livres, parce que les livres, c'est une tuerie aussi, et voilà, et tu t'apprécies encore plus, je dirais, le jeu, parce que tu te rends compte que les mecs sur l'univers, ils ont fait un travail de fou furieux. Voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là. Oui, On va s'arrêter là. on va se Et dire au revoir. puis, on va se dire au revoir. Encore une fois, hein, si vous voulez voir The Witcher, je vous invite à aller regarder la page YouTube, le compte YouTube qu'on a. Que d'ailleurs, bah, je mettrai, encore une fois, je mettrai dans la description du podcast pour les intéressés. Et en plus, il y a un épisode où je fais une apparition furtive. En plus, il y a un épisode où Puck fait une apparition furtive, exactement. Et puis, et en plus, ce qui est très très intéressant, c'est que il y a une série entre guillemets qui s'appelle YR Découverte pour justement YOLO Records Découverte où je joue à des jeux pour cette émission. Donc, en regardant ça, vous pourrez peut-être bien voir les prochains jeux dont on parlera dans l'émission. Ça peut être cool, non ? Ça peut être sympa. Voilà, donc bah, sur ce, moi je vous embrasse. Et puis juste après, bah, c'est encore moi. Parce que j'ai calé cette émission juste avant mon émission du lundi, ça me permet de. Le mec qui s'aime pas trop, quoi. Bah non, mais c'est pour pouvoir ne pas être crevé, parce que c'est vrai que animer à partir de 22h30 c'est très fatigant. Donc voilà, je passerai le podcast avant et puis on pourra discuter. Voilà, on pourra discuter ensemble. Donc restez. C'est juste après, c'est retour au CP. Et puis bah, sur ce, je vous fais des bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Exactement. Puis il me semble que ce n'est pas la fin de The Witcher, on le reverra peut-être plus tard. Tout dépend de la fin du jeu. Tout dépend de la fin du jeu, on vous le dira. Voilà. On vous dira le ressenti et si on sent que ça. On sent l'ouverture. Voilà. Voilà, si on sent la fracture anale, on vous le dira. Exactement. Voilà, je vous embrasse, on se retrouve bien la semaine prochaine pour le prochain épisode de YOLO Records. Épisode 2. Épisode 3. Alors, épisode 2, parce que il y a pilote, épisode 1, épisode 2. Tu comptes pas ouais, on va en parler en hors antenne. Voilà. Donc épisode 2 ou 3, vous verrez bien. Sur ce, je vous fais des bisous. 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 Sur ce